Apéro spécial Grizzlies. Les ours. Les oursons. Les amateurs de miel. Tout à fait. Voilà. Ils sont tous là. Ils sont présents. Ils sont présents. Comment ça va, Alex? Ça va bien et toi? Impeccable. Ouais. Apéro spécial Memphis. Nous allons dans le Tennessee et peut-être même dans le ciel, comme Léonce nous l'a suggéré, pour parler de nos amis les Grizzlies. L'apéro a été demandé. Vous avez été nombreux à nous dire « Allez, faut parler de Ja Morant !» et de tous ses copains. Nous sommes, Alex, sur un petit apéro spécial Grizzlies, car au moment où on parle, attention aux Trash Talkers, nos amis du Tennessee sont 4e de la conférence Ouest. Dans le slip du Jazz qui est 3e. Tout à fait, 9 victoires consécutives pour les poteaux évidemment de Jaren Jackson Jr., 28 victoires pour 14 défaites. Toi tu dis les poteaux de Jaren Jackson Jr. toi. Ouais, pourquoi pas. Et plein d'autres, hein, les coéquipiers de Dion Brooks, tout à fait, les compatriotes de Deontay Melton, la bande d'ours de Desmond Bain. Tout à fait, le squad dirigé par Steven Adams et tous les signes que vous pourrez trouver sur Trash Talk. Vous connaissez ce type d'apéro, évidemment, on aime bien s'occuper d'une franchise chaque semaine, on essaie de voir un petit peu les grosses tendances, on va faire aussi des grosses piscines parce qu'on sait que vous aimez bien ça, mais là, Alex, on devait parler des Grizzlies, c'est l'équipe la plus chaude de NBA en ce moment quand même. Ah oui, oui clairement, oui. Qui est chaud en ce moment? Il y a des gens quand même. Philly. Utah. Philly est chaud. Utah, c'est un peu Utah, ils sont un peu moins chauds. Les Mavericks. Dallas, grosse défense. Sont bien chauds, les Raptors sont bien chauds effectivement aussi. Ouais. Les Hawks aussi. Au moment où nous tournons cette vidéo, je parle de victoires consécutives. Tout à fait, les Hawks aussi qui sont chauds, très chaud dans la très chaud. Dans la rubrique rumeur. Ouais, ils sont très chauds. À mon avis, Travis Schlenk est très chaud. Ouais, moi aussi je suis bouillant. je vais niquer les pardon. Voilà. On s'occupera de nos amis Pupiou un peu plus tard pour sortir le lance-flamme. On va aujourd'hui s'occuper des Grizzlies car vous connaissez dans le sur d'apéro, on essaie de déjà analyser ce qui se passe en ce moment, qu'est-ce qui explique cette position des Grizzlies, comment peut-on aborder la suite, qu'est-ce qu'on avait dit aussi dans les temps de prévus en 30 jours, et je te propose de commencer par ça, Alex, parce que on va revenir évidemment sur tous les ratings comme on aime bien le faire, attaque, défense, et ce qui explique le succès des Grizzlies, mais lorsqu'on a fait les 30 prévus en 30 jours, on avait posé la question de savoir si cette équipe pouvait passer le cap et comment elle pouvait passer le cap. C'est ça. Et ils sont en train de nous montrer comment. Oh shit. S'ils peuvent passer le cap, je pense que sur cette demi-saison, ils ont carrément prouvé que oui. Yes sir. Après, prouver que oui et vraiment le faire quand ça comptera encore plus que la régulière, c'est-à-dire à partir de la mi-avril, on verra. Et comment ils peuvent le faire, ils sont en train de nous montrer comment. Complètement. C'est-à-dire sur une base de jeunes qui progressent, avec un coach, même si en ce moment il est en Health and Safety Protocol, tout à fait. Amy Taylor Jenkins, mais qui a mis en place une base de rotation, de next man up, de l'année dernière ça défendait très bien, cette année ça défend un petit peu moins bien, par contre ça attaque ultra bien. Tout à fait. Intégration Steven Adams, tout un tas de role players qui connaissent leur rôle, et puis un franchise player... Stratosphérique. Les mots commencent à nous manquer pour ne pas parler de Ja Morant, hashtag NBA All-Star. On a l'occasion d'en reparler, ça aussi, bien évidemment. On va respecter notre modèle habituel. Ouais. Checkpoint, au moment où on parle, 28 victoires, 14 défaites. Tu parlais d'attaque et de défense, juste pour remettre dans le contexte. Ils sont en train de se rapprocher de ces équipes élites qui sont en attaque et en défense top 10 de la NBA. Ouais, voilà, t'es salaud parce que moi j'ai 11e defensive rating. Donc ils sont en train de se rapprocher. Pour moi, ils y sont. Allez. Pour moi, ils y sont, et d'ailleurs, quand tu les regardes jouer, et dans les différents déroulés de matchs qu'on a pu leur voir dans cette série de 9 victoires, il y a un peu de tout. Il y a des matchs où ça lockdown plutôt bien défensivement, il y a des matchs où ils répondent coup sur coup en attaque, sont capables de gagner à 120 et quelques points, ils sont capables de gagner entre 98 et 105 points, les Grizzlies. Ça, c'est le signe des bonnes équipes aussi. Et c'est assez nouveau, parce que si je dis pas de conneries, lorsqu'on a commencé la saison, et qu'on faisait nos conclusions hâtives de machin, etc., un des spots TTFL de aller faire vos stats, c'était sur Memphis. Il y a eu un début de saison où défensivement, c'était hyper inquiétant. Et tout à fait. Ils ont démarré la saison défensivement, c'était vraiment pas beau. Ça manquait d'organisation et tout. D'ailleurs, Ja Morant, dont on va peut-être reparler pendant cette vidéo, fait partie des points d'amélioration de cette défense. Ja Morant, c'est pas un défenseur de ouf, Ja Morant, mais en fait, il a pris conscience déjà des petits minimums, des bases qu'il lui faut absolument fournir pour que sa défense globale des Grizzlies tienne la route. Tout à fait. Ça, j'aime bien. Tout à fait. Ça fait partie aussi du leadership de Ja Morant. Lui, non, certainement pas. Il a des très bons défenseurs autour de lui.
Et il a surtout, je veux dire, il y a la mentalité de ces Grizzlies. Je veux dire, là, c'est sûr que là, t'as plusieurs mecs dans l'équipe qui sont prêts à mettre la tête là où toi et moi, on met pas le pied ni la main. Tout à fait, vrai, hein. Bien sûr. Il y a d'ailleurs eu des rapports. Ça, c'est le signe aussi d'une équipe et d'un groupe qui vit bien. Ça se voit des jeunes aux anciens. Il y a une vraie cohésion. D'ailleurs, un papier qui est sorti récemment que je vous invite à consulter sur le site de The Athletic, qui, auprès de très nombreux exécutifs et observateurs de la NBA, les Grizzlies ont le titre d'équipe qui parle le plus sur le terrain. Il y a un niveau de confiance qui est exceptionnel. Ça passe par le leader, mais aussi par les autres équipes. Pour revenir sur la chronologie, ils ont très mal défendu au début. Ils ont amélioré petit à petit. Et il y a eu un espèce de virage hyper important où on a vu Ja Morant commencer à faire des dingueries, mais où on a vu Ja Morant se blesser fin novembre. On s'est dit, fait chier pour les Grizzlies et tout. Et alors le là, groupe a tellement bien répondu. Complètement. Et ils ont été défensivement mais monstrueux. Il y a eu quoi, 9 à 10 matchs où en fait tu mettais 100 points sur les Grizzlies, t'avais une statue. Ils étaient en fait il y a plein de choses intéressantes, c'est effectivement ce que tu dis. Ja Morant se blesse alors qu'il était sur un début de saison petit level. Il avait dit qu'il était top 5 modern NBA, on avait rigolé. On avait rigolé, lui il avait pas rigolé. Il était sur un début de saison vraiment sympa, mais les Grizzlies étaient pas si ouf que ça parce qu'ils défendaient mal. Les Grizzlies, pas forcément Ja Morant. Ja Morant se blesse, on se dit là, le groupe nous fait une réponse. Genre, ok, on n'a plus notre leader offensif, parce que s'il y a bien un truc sur lequel Ja Morant est le leader des Grizzlies, il n'y a pas qu'un truc, mais s'il y a bien un truc en premier, c'est l'attaque. Vous savez quoi, en fait, on va sortir les barbelés. Franchement, la ligne Maginot, le truc. C'était hyper hardcore, ouais. Ils ont eu 9 victoires en 10 matchs, je crois, si je dis pas de bêtises. Ouais, c'est ça, exactement. Déjà. Et basé sur de la défense. Et sur du Desmond Bane. L'autre, il se met à jouer comme Ray Allen. Du Kyle Anderson à leur gars, pas dégueulasse non plus. Des D'Anthony Melton qui te sort des gros matchs, tu les vois pas. Enfin, voilà, ça répond. Brandon Clark, quand il rentre, il répond. Même Tyus Jones. Moi, je kiffe bien la saison de Tyus Jones, là, cette année. Vraiment, franchement. Et propre. Et puis, je trouve défensivement, en fait, il est vachement intelligent. Il y a beaucoup de joueurs, en fait, qui réfléchissent bien, qui ont bien compris ce qu'on attendait d'eux. Donc ça, c'est aussi le signe d'un coaching staff qui fait bien son boulot, d'un leader qui marche bien le truc. Mais donc, ouais, c'est ça, ils ont très bien répondu à l'absence de Ja Morant. Et puis après, il y a Ja Morant qui revient, puis là, l'autre, il fait... Alors, attendez, en fait, je vous ai pas dit. J'ai vu, là, Trash Talk, ils ont fait la MIP Curse. Donc, je suis pas d'accord. En fait, c'est Bibi, le MIP. Voilà. Miles Bridges. Ouais. Même tous. Merci d'avoir participé. Pour juste compléter sur ce que tu disais là, il y a dans les événements marquants, parce que ils sont tellement marquants et la NBA va tellement vite qu'on oublie. Il y a ce match qui est une punchline et dédicace évidemment à nos potos de la Fédération française de la loose et de la fanbase du Thunder, avec la plus grosse victoire de l'histoire de la NBA en termes de d'écart, 152 à 79 si je dis pas de bêtises, sans Ja Morant, c'est-à-dire que tu mets 150 points sur le Thunder, certes, mais comme tu le disais, tu limites beaucoup d'équipes. Je me souviens qu'ils ont fait un déplacement à Miami où vraiment ils ont été extrêmement bons avec Dillon Brooks qui commence à se taper des barres sur le terrain alors que Ja Morant n'est pas là. Et en effet, quand il revient, non seulement il y a eu cette crainte au genou contre Atlanta, puis Health and Safety Protocol. Donc, moi j'ai un souvenir que quand Ja Morant revient, on se dit, il a été là, il a été très fort, mais Memphis était un peu à tâtons défensivement. Attention à ne pas se retrouver dans une situation où Ja Morant revient et du coup, ça redevient un peu moins bien défensivement, mais donc mieux offensivement. Tu parles, ils ont tous haussé d'un niveau. On n'a pas encore parlé de Jaren Jackson Jr. qui a démarré sa saison comme Tobias Harris et qui est en train de jouer comme Kevin Garnett. Je schématise, mais il y a un petit peu de ça. Il y a de ça. Et surtout, tu vois, la défense d'Ian Brooks. Il n'a pas joué beaucoup de matchs cette saison. Non. Il en a raté un paquet, lui. Bien sûr. Je sais pas les. Tiens, je vais regarder. Mais il en a raté un paquet. Oui. Brooks, il a, en total, il nous a joué 20 matchs 25 matchs. Il a joué 21 matchs, Dillon Brooks. C'est pas beaucoup. Donc c'est la moitié. 28-14, on a dit. Donc sur 40, la moitié. On est à mi-chemin. Donc 21 matchs sur 40, tu ne comptes pas sur lui, alors que c'est un de tes joueurs offensifs les plus importants et identitairement et défensif, évidemment. On parlait à l'instant de Jaren Jackson Jr. Lui a vraiment... on était en train de discuter avant le début de saison de ces histoires de prolongation contractuelle où Memphis se pose la question, savoir c'est quoi ce type de joueur. C'est un très très bon numéro 2. On ne sait pas, il y a toujours eu ces soucis de faute, on a dit qu'est-ce que ça peut donner. Lui a passé un cap. Avant de venir à Ja Morant, parce qu'on va y consacrer un bout de temps, Desmond Bane est peut-être le joueur qui est à un niveau, l'écart de niveau en fait, et le jump qu'il a fait de la saison dernière à celle-ci
est assez incroyable parce que il est avec Ja Morant en fait dans la discussion des meilleurs backcourts de NBA parce qu'il joue à un niveau qui fait que chez les arrières de la conférence Ouest, ça devient de moins en moins un blasphème de dire il fait partie des très très bons arrières de l'Ouest en fait. C'est ouf de dire ça en année 2. Oui. Ça change beaucoup la timeline des Grizzlies. Ce qui est vachement intéressant dans ce que nous propose Desmond Bain sur sa saison, la sophomore, c'est que on avait vu, pendant sa saison de rookie, on avait vu sa qualité de shoot, son potentiel à être un très bon shooter derrière l'arc, pull-up, catch and shoot, il a pas peur, on avait vu ça. Là, en sophomore, on est déjà sur, oui, non seulement c'est un très bon shooter, mais en plus c'est régulier, c'est tout le temps. Ensuite, ça commence à poser la balle au sol et aller se chercher les fautes et tout. Parce que l'autre il est tanké comme Vin Diesel. Et ensuite, deux côtés du terrain, Desmond Bain il met des beaux efforts en défense. Alors il y a des trous, il y a des trous d'air de temps en temps. De temps en temps, t'es là, tu soupires un peu parce que ça rate quelques rotations, mais il se fait reprendre direct par ou le coaching staff ou des gars autour de lui et tout. Il a l'air d'être un gars avec une confiance en lui, genre très très élevée, mais en même temps il prend bien les remarques. Il emmerde tout le monde. Il est allé chercher LeBron l'autre jour au Staples Center. Il a dit toi je t'emmerde. Alors lui il a l'esprit Dylan Brooks, l'esprit Grizzlies, l'esprit Tony Allen, l'esprit Zach Randolph là. Tony Allen et Zach Randolph, ils regardent les matchs des Grizzlies. Ils sont là, ils se tapent les coudes, il fait t'as vu les petits jeunes là, déchire. Ça prend la suite, bien sûr. Regarde, il va se friter avec LeBron et tout, trop bien. Tu vois, genre ça, c'est sûr. Mais c'est vachement important parce que ça te permet aussi de grandir, ça te permet de. Non, je trouve qu'au niveau mentalité, Desmond Bain représente bien, limite encore. Tu vois, il y a un côté, il a le côté tough guy qui sait jouer au basket. On verra ce qu'il deviendra. Bien sûr. Mais là, le jump est très très fort. Son jump est très très fort. Après, il est quasi en 50-40-90 cette saison, hein, quand même, à plus de 17 points de moyenne. Ce qui est. Il est à 18 points en 47-43-89. J'ai noté. Il y a 4 rebonds et 2 passes et demi. Et sur plein de matchs où Memphis a besoin d'un boost offensif, il est là et on fait genre merde, en fait, il a 18 points à la mi-temps. Beaucoup de fois, en fait. Et ça change pas mal la timeline parce que certains aiment revenir sur, et vous aurez l'occasion de revenir si vous voulez, sur notamment la façon dont s'est déroulé, je l'avais fait sur Twitch, notamment la draft 2020, je crois qu'il fait partie de la draft 2020. Ah oui, les sophomores. C'est ça. Où c'est un pick qui est racheté à Boston, merci, au revoir, et quand on voit son développement, on se demande si on refaisait la draft aujourd'hui, où est-ce que tu caserais Desmond Bain, parce qu'en année 2, tu te dis genre, wow, c'est très très chaud. D'autres garçons obligés de faire évidemment une dédicace à notre poteau français Kian Tilly, qui a eu aussi déjà son contrat garanti, donc ça c'était chouette et mérité aussi parce que joueur intelligent des deux côtés du terrain. Lui il est bien dans l'esprit Grizzlies. Hein. Bien dans l'esprit Grizzlies. Lui et Brandon Clark là quand ça sort du banc là. C'est pas mal. Brandon Clark a eu du mal un peu au début. Ouais, mais ça reste Brandon Clark, il se reprend, il lâche pas le steak, il se bat. Je suis d'accord, en début de saison c'était compliqué. C'est un peu compliqué. Mais moi j'aime bien Brandon Clark, il fit bien. Steven Adams. Bon, il est là, il met 7-8 points par match, il met des tartes et il prend quelques rebonds. C'est le Dirlo de l'école. Il n'y a que des gamins, on s'occupe de Dirlo tout. Garde du corps. Ouais, Dirlo / garde du corps. Ouais, / poser des écrans pour évidemment Ja Morant, dont on va parler maintenant, puisque en effet, lorsqu'il est revenu, on a vu des performances exceptionnelles, on se demandait s'il était capable de poursuivre, et au moment où on parle, je crois qu'il n'y a pas d'athlète plus spectaculaire et électrique que Ja Morant en NBA. Ah, l'athlète. Et même quelque part en termes de joueur purement spectaculaire, il est en train là de créer un truc dont je discutais sur Twitter l'autre jour complètement inattendu, c'est que les Grizzlies sont sexy. Enfin, je veux dire, cette phrase, no disrespect envers la fanbase de Memphis, mais je veux dire, ça a été le grit and ground, les mains dans la boue, on vous emmerde, Joakim Noah qui débarquait et qui provoquait des passages en force. Ça a jamais trop été une équipe sexy. Aujourd'hui, tu portes un maillot des Grizzlies avec marqué Ja Morant dans le dos, t'as la hype. Ouais, disons que c'est ça. C'est-à-dire qu'il y a le côté athlétique, il y a le côté réussite aussi. Bien sûr. Parce que Ja Morant s'est mis à rentrer des tirs à mid-range et à 3 points. Où ça change la vie quand t'as les mollets qu'il a. Quand t'as les mollets qu'il a en NBA, si tu rentres pas de tir derrière l'arc ou très peu à mid-range, les défenses s'adaptent et tout. Là, Ja Morant, 38% depuis le début de la saison derrière l'arc, 49% au tir. Il approche doucement mais sûrement des 80% sur la ligne. Donc il est à 25 points, 6 rebonds, 7 passes de moyenne. J'ai arrondi les moyennes. Mais il vole un peu de ballon, il fait un peu de tout, il drive l'attaque, il distribue bien. Le gap, il a vraiment augmenté de 5-6 points sa moyenne de points avec
une augmentation, une amélioration des pourcentages qui est vraiment très 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 significative. Ouais. Et donc il y a le côté athlétique, là il y a ce contre complètement fou, il y a des dunks et il y a des dunks de malade. Mais il y a surtout le côté, il fait tout ça dans la victoire collective. Ouais. Memphis continue à bien gérer. Bien sûr. Ça enchaîne les victoires. Ça enchaîne les victoires depuis son retour et avant quand il n'était pas là. C'est vrai que Memphis continue, donc ils sont top 4 de l'Ouest. Mais quand tu le vois jouer en ce moment, moi je commence à manquer de mots en fait parce qu'il y a c'est must-see TV de voir Ja Morant en ce moment. J'allais poser la question en fait parce que je savais qu'on allait tourner cet apéro et je veux bien ton avis, évidemment l'avis des gens. Il y en a qui suivent la NBA depuis récemment, mais d'autres depuis plus longtemps. La dernière fois qu'un athlète pareil est arrivé en NBA et a captivé les yeux du monde. Enfin, je veux dire, il y a des gens là qui vont aller regarder les Grizzlies en déplacement chez les Lakers parce que tu as des actions de Ja Morant, des échauffements, des dunks qui dépassent l'entendement en fait. Moi, j'en viens à me demander, c'est quand la dernière fois qu'on a vu un athlète aussi captivant et électrique débarquer et changer la donne en NBA, quoi. Aussi vite, aussitôt. Je sais pas, c'est parce qu'en fait, loin de moi l'idée de vouloir minimiser, l'athlète est extraordinaire. Mais des athlètes extraordinaires, il y en a quand même. Il y en a Zion. Zion, c'était il n'y a pas longtemps. On l'a vu, il a débarqué, il a envoyé des trucs très bizarres et tout. Alors, voilà, tu me rajoutes un critère. Moi, je te parlais... non. Donc, c'est ou l'athlète dans la victoire ou que l'athlète. Mais l'athlète, si tu veux faire des comparaisons comme ça, et encore, il y avait moins de possibilités de tout voir et tout, mais tu vois, c'est Derrick Rose. Mais il y avait moins de possibilités de tout voir. C'est dur à comparer. Moi, ça me fait penser à Derrick Rose du début de carrière. C'est normal. Parce que l'autre, il a complètement défusé et c'est clair qu'on se dit... Mais sinon, ce que je voulais dire par là, c'est que des athlètes incroyables, genre il y a Giannis aussi dans les années 90, d'années 2010, pardon. Tout à fait, mais il y avait un... Il est bizarre quand même. Tout à fait, mais il y avait un côté avec Giannis, tu sais, il y a souvent cette image qu'on a eu un petit peu, certes, athlète extraordinaire, mais il y avait un côté un peu, tu sais, il y a eu souvent la punchline, de genre le mec c'est un joueur de rugby, ça a changé depuis évidemment, mais il y avait un peu un côté un peu tout droit, etc. C'est technique, tu veux dire. C'est que en fait, les discussions que sont certains qui ont vu ces dernières décennies débarquer en NBA, c'est que ça te fait plus penser en effet à du Derrick, voire même à du Vince Carter en fait, ou du Dwayne Wade. Ou du Dwayne Wade, tout à fait, mais où quand Vince Carter débarque en NBA à la fin des années 90, t'as un truc genre, si tu le regardes pas ce soir, tu vas louper une action que tu ne reverras pas en fait, que tu reverras peut-être en replay, mais il y a un côté, tu ne peux pas louper ce que fait Ja Morant en ce moment parce que ça dépasse l'entendement en fait. Et moi, je dois avouer que ça fait très longtemps que j'ai pas vu ça et c'est hyper rafraîchissant. Ouais, je suis d'accord, mais en fait, peut-être, je sais pas, disons que le côté athlétique, moi, je le trouve absolument ouf, mais personnellement, ce qui m'impressionne le plus, c'est que nous avons là devant nous un franchise player, où tu te dis, quand tu es devant ton écran, tu dis, bah, en fait... c'est le meilleur joueur sur le terrain. Attends, les Grizzlies, là... Bon, c'est qui son lieutenant? Donc là, forcément, on va en parler. Hein. T'hésites un peu, tu dis, bon, c'est qui? Mais en fait, là, les Grizzlies, ils ont un franchise player où tu te dis, bah, en fait, lui, c'est bien entouré. C'est un contender, les Grizzlies. Ça peut être contender. Ja Morant est déjà considéré, possiblement, enfin, on peut le considérer comme un franchise player où tu te dis, bah, en fait, déjà, bon, j'ai Ja Morant, faut que je lui mette des gros lieutenants, puis des défenseurs, des athlètes et tout. Enfin, bref, faut faire une équipe NBA autour de lui. Mais en fait, combien d'équipes aujourd'hui, il y en a quelques-unes, attention, hein, mais combien d'équipes ont vraiment ce qu'on appelle réellement un franchise player aujourd'hui? Elles en ont pas toutes un, tu vois. Non, bien sûr. Les Grizzlies, ils en ont un. Quand je veux dire réellement un franchise player, je veux dire un vrai number one d'équipe où quand tu les joues en playoff, tu dis attends, est-ce qu'eux en fait là ils sont en train de viser les finales de conf, tu vois, genre il y a, je sais pas, les Warriors évidemment, les Nets évidemment, les Mavs avec Doncic, je sais pas moi, les Clippers quand Kawhi et Paul George sont là, tu vois, mais en fait il y a pas mal d'équipes, genre je sais pas, est-ce que les Knicks sont ça par exemple? Non, les Knicks sont pas ça, mais après est-ce que les Wolves ont vraiment ça? Les gens vont me dire oui. D'autres vont me dire non parce qu'il n'y a pas le mental ou je sais pas quoi. Ja Morant, lui, il est en train de mettre un point sur le top 5 meneur, on peut discuter, mais il est en train de mettre un point sur la phrase genre Ja Morant est un franchise player. Il est en train de montrer. Point barre. Il est en train de montrer. Qu'il prouve en playoff. Il est en train de montrer la grosse différence. C'est en effet à partir du dernier play-in tournament
ou lorsqu'il s'est ramené à Golden State, il y avait eu, quelques jours avant, il y avait eu des vraies séquences dures parce qu'on voyait que les Warriors en plus lui ouvraient le shoot extérieur et donc on le voyait vraiment se louper. C'était très dur. Sur la série de playoffs après, il a essayé de faire ce qu'il pouvait et pas à moitié face à Utah. Donc lui, sur cette histoire de j'annonce publiquement que je suis top 5 meneur et derrière, il a bouclé la conversation, il a dit c'est ok, sur une demi-saison, il y est. Et je suis d'accord avec toi, le côté franchise player, on peut construire autour. Je mettais juste l'aspect athlète parce que c'est évidemment pas... Je veux pas le contester. C'est pas le je veux juste dire ce qui m'impressionne moi le plus. C'est pas le... Ce que je veux dire par là, c'est que c'est pas le truc qui moi m'impressionne évidemment, mais c'est juste que on est amené à chaque fois à couvrir des jeunes qui débarquent en NBA et c'est rare d'avoir des garçons qui en fait... Moi, il y a des potes, ils suivent rien du basket. Non, mais je comprends. Mais ils parlent de Ja Morant en fait. C'est parce qu'ils le voient, parce que c'est un mec en fait qui te casse un peu certains codes. Et là-dessus, que ce soit pour lui... fait des highlights ou de malade. T'as pas besoin de t'y connaître en basket pour comprendre. Ça, c'est pas humain. Voilà. C'est ça. Et ça, je suis d'accord. Et c'est ça qui est un petit peu bizarre. Donc après, c'est l'aspect purement global image. Mais je suis d'accord que limite, ce qui m'impressionne encore plus, en complément de ce que tu disais là sur le côté franchise player, c'est que il y a... Aussi vite, là, moi je suis très impressionné. Tu dis, c'était quand le play-in? C'était en mai. Il y a 8 mois. C'est ça, c'est il y a 8 mois. En 8 mois, entre son play-in, de son play-in contre les Warriors, en passant par son premier tour contre le Jazz. Il a baqué totalement. Et ensuite, sa première moitié là, de saison, on est maintenant dans les discussions de experts en train de se dire, bon, alors, comment on construit Memphis pour aller en finale de conf autour de Ja Morant? Tu vois, j'exagère, mais vous voyez ce que je veux dire? On en est là. On se permet, bien sûr, et on va y venir évidemment à la question. Revenir Zach Randolph. Non mais bien sûr. Wow. L'un des aspects qui est mis en plus en avant, et je crois que ça avait été rapporté par certains joueurs de Memphis en tout début de saison, c'est que si je mettais en fait ce côté spectaculaire en avant, c'est parce que ça a été rapporté par des joueurs, le fait que quand tu as un mec comme Ja Morant qui dit je m'en bats les couilles si tu fais 2m30 en fait, je te grimpe dessus. C'est pas anodin que ça ait des répercussions sur le reste de l'effectif. C'est-à-dire que ton leader... Il y a une énergie de ouf. Ton leader montre que en fait, rien n'est impossible. Et c'est ce qui semble transpirer de cette équipe de Memphis où en fait, non seulement ça parle, non seulement ça se permet, mais quand Ja Morant, il sort du tunnel et il dit les gars, on se ramène dans tel stade demain soir, les mecs se disent on peut éclater la gueule de tout le monde. Et il y a plusieurs joueurs qui ont rapporté qu'en fait il y a un côté complètement surhumain avec Ja Morant où en fait si lui, le leader, il va grimper sur les plus hautes montagnes du monde et qu'il se casse la gueule sur le sol, qui est en mesure derrière en termes de second, troisième, quatrième couteau de dire je vais pas me jeter sur un ballon ou essayer de faire quoi que ce soit. Et ça, c'est complètement hallucinant. En ce moment, moi j'avoue, je ne loupe aucun match de Memphis pour l'ensemble de l'équipe. Mais aussi parce que lui, on va en parler pour le All-Star Game, il est titulaire. Là, il est censé être titulaire. Et démerdez-vous pour les votes, mais faites-le, quoi, faites-le. Maintenant que cet aspect-là, il est évidemment mis de côté, et en vous laissant regarder le replay de ce contre sur le pauvre Avery Bradley qui se demande encore où est la balle, on a posé une question... Tu lui apprendras à être soft. Tout à fait. Mais bien joué Desmond Bain, parce que ce qui est relou dans ce genre de situation, c'est le défenseur qui fait faute, et à ce moment-là, on loupe un livre. On a fait le postulat pendant les 30 previews. On s'est dit comment cette équipe peut passer un cap. Là, on est en train de voir une chose intéressante qui est en train de se passer. 9 victoires de suite. Ils vont avoir des gros challenges là sur les jours à venir. En fait, comment est-ce que tu abordes la suite si t'es Memphis? C'est ça la question. Parce que là, ils sont en train de kiffer leur race, les fans. Tous les soirs, ils se disent putain, c'est une des meilleures saisons de notre franchise, on y va. Memphis était déjà en playoff. Ils sont restés au bord des playoffs dans la bulle. Ils ont perdu le play-in contre les Blazers, mais ils étaient déjà dans un rythme de 8e. C'était hyper badant. Comment? C'était hyper badant pour eux. C'était badant pour eux, mais c'est le sport de haut niveau. Ouais. Tant tu te fais fumer. L'année dernière, donc ils ont passé le play-in et ils ont été fumés au premier tour de playoff par le Jazz. Faut reconnaître que ça jouait mieux en face et c'est tout. Voilà, point barre. T'es la meilleure équipe des deux qui est passée. Là, cette année, l'idée, c'est déjà d'aller en playoff sans play-in. Maintenant que t'es là et que t'es 4e aujourd'hui au moment où on fait cette vidéo, l'idée, c'est il n'y a pas de play-in. Il y a Memphis qui va en playoff, pas d'histoire de play-in, rien du tout. Oui. La deuxième idée potentielle, c'est est-ce qu'on pourrait pas avoir l'avantage du terrain au premier tour, dis donc. Quand même, ça serait quelque chose. Bien sûr. Memphis avec l'avantage du terrain au premier tour de playoff, je veux bien voir les classements là, de ceux qui l'avaient prévu, celle-là, en début de saison, mais elle doit quand même pas sortir si souvent que ça. Ouais. C'est vrai. Tout à fait. Et ensuite, qu'est-ce que tu es capable réellement de faire avec ce leader-là et ce groupe-là? Ouais.
Parce que là, à la deadline, je dis pas que Memphis va rien faire, mais ils vont pas commencer à casser, à faire des gros trades ou quoi, tu vois. Alors tu peux essayer de faire un petit truc malin, mais qu'est-ce que tu ramènes dans ce cas-là? Moi non plus, hein, je suis pas persuadé. Donc après, on peut prendre le problème dans l'autre sens. Ce genre d'équipe, vu la mentalité des joueurs et de Ja Morant notamment, c'est clair qu'eux, ils vont très très vite se lasser du un petit tour et puis s'en vont. Donc comment tu fais pour, à l'ouest, passer un tour, pourquoi pas deux, qu'est-ce qu'il faut? Donc moi je viens de dire Ja Morant, pour moi tu peux travailler autour de lui, et en play-off il a déjà montré qu'il n'aurait pas peur, donc sur une série de play-off, il y a pas mal de cas où en fait le meilleur arrière de la série, il est dans ton équipe, c'est Ja Morant. Il n'y a pas tous les cas, hein, mais il y a des cas, quoi, tu vois. Et donc comment tu fais autour? Qu'est-ce qu'il faut? Parce que Desmond Bane, ça se trouve, Desmond Bane il est capable de jouer comme ça en play-off, hein, mais ça se trouve en play-off il shoot à 33%, moi j'en sais rien, tu vois, donc on n'a pas de certitude, et d'ailleurs ça se trouve ils vont nous fermer nos bouches, hein, mais je sais. Il y a, tu vois, genre Tyus Jones, D'Anthony Melton, tu parlais de Brandon Clark qui a eu un peu de mal au début, Kylian Tilly, tout ça, ce sont des joueurs, c'est pas non plus des grands spécialistes de play-off, ce sont pas des gens qui ont une expérience longue comme le bras. Il faut qu'ils se fassent un peu d'expérience dans les grands moments. Donc le temps. Ils ont besoin de temps. Ils me font un peu penser, pas la même époque, pas la même franchise évidemment, mais ils me font un petit peu penser à cette espèce de wagon, c'était même pas un wagon, c'était carrément une gare centrale, de ce qui se passait en début de décennie dernière avec le Thunder, qui arrivait en balle dans l'univers NBA et qui a dit « On est trop sexy, on va affronter des équipes au premier tour ». Il y a eu un tour contre les Lakers de Kobe, etc., où ils ont essayé justement de se faire les dents, parce qu'il fallait que Westbrook et Harden et Ibaka et KD se fassent un peu les dents. Là, ils ont affronté le Jazz dernière. À mon avis, ils ont compris 2-3 choses. Oui. Ils ont fait des ajustements en disant, tu sais quoi, Valanciunas va t'éclater avec Devontae Graham et Thomas Satoransky, voilà. Et quand tu passes, on te fait quand même un hommage. Mais ils ont fait 2-3 changements. J'ai l'impression que nous, de l'extérieur, ou en tout cas moi, je leur donnerais du temps, c'est-à-dire allez-y, faites-vous de l'XP là en play-off. Le problème c'est qu'il faut y aller, quoi. Un, t'en as pas, et deux, j'ai l'impression que ce groupe c'est le genre ferme ta gueule, nous on n'a pas le temps en fait. Ils ont vraiment les dents longues en fait. Ça je suis d'accord. Et ça, c'est moi ce qui me fait peur avec cette franchise quand il y en a d'autres qui vont se pointer là en play-off, c'est t'as les dents longues, t'as un franchise player, t'as un banc productif et tu te rapproches des ratings de top 10 en attaque et en défense, attention, attention, parce que ça c'est des schémas qu'on connaît en fait. Alors, on les connaît, hein, ça passe des tours de play-off, hein. Bien sûr. Non, mais on les connaît ces schémas-là. C'est plus la concurrence derrière. Encore faut-il les entretenir jusqu'au bout de la régulière, ces schémas-là. C'est-à-dire déjà garder le rythme, parce que autant ils sont pas loin du Jazz et même dans l'absolu, pas si loin que ça, du Warriors Suns, hein, pas non plus, genre c'est 3 matchs ou 4 matchs, quoi. Mais t'es pas si loin que ça de ta concu dans le derrière non plus. Et c'est ça, j'ai les Mavs, qui y a derrière? Lakers, Denver, Clippers potentiellement, Wolves. Denver, les Wolves. Voilà, c'est ça. Voilà. Donc ça fait quand même quelques équipes qui ont des arguments également, qui ont des joueurs blessés, qui vont peut-être récupérer des joueurs à un moment ou à un autre. C'est cette concu qu'il va falloir surveiller. Parce que je pense que Memphis, ils peuvent continuer à jouer comme ça jusqu'à... Avec la même réussite, on verra au tir. Voilà, mais bon. Et dans le clutch et tout, mais ils peuvent, bien sûr. Et puis ils peuvent se dire, en fait, on a eu combien de minutes avec un Desmond Bane comme ça, Dillon Brooks et Ja Morant. Ils en ont eu combien, vraiment, tu vois, des matchs? Non, c'est clair, Dillon Brooks, on l'a dit, il a pas beaucoup joué. Et puis quand les trois étaient comme ça, il n'y avait pas Jaren Jackson Jr. qui était à ce niveau-là, donc à mon avis, ils sont bien contents en deuxième partie de saison de réintégrer Dillon Brooks, qui va être là absent 3-5 semaines, et on essaie de le remettre en place. C'est plus la concu, c'est-à-dire Dallas. Il va falloir qu'on en parle prochainement parce que ça défend trop bien. Luka va commencer à préchauffer, il va nous faire une deuxième partie de saison. À mon avis, ça va être bien tendu. Les Lakers jouent à ce niveau-là, alors qu'il y a AD qui est sur une jambe et qu'on n'a pas pu voir encore ce groupe au complet. Je pense que c'est la concu qu'il faut surveiller. Mais Memphis profite bien de cette espèce de postulat dont on s'est marré dans un des apéros au début de saison. On disait, l'Ouest, cette saison... il y a des portes qui sont ouvertes. Il y a des portes ouvertes, bien sûr. Et Memphis s'enfonce dans la porte. Ils ont raison. Ils ont raison. Et ils y vont pas de main morte. Hein. Ils appuient très fort tout de suite. Ils ont pas le temps. Là, c'est la bande de jeunes qui a pas le temps. Et qui, moi, en tout cas, je le redis, m'a beaucoup séduit
au-delà du côté spectaculaire et tout de leur meneur, mais même d'une manière générale sur demi-terrain, ça réfléchit. Putain, ils ont des joueurs hein, sur demi-terrain. Desmond Bain, il joue sur demi-terrain. Ja Morant, c'est vraiment de mieux en mieux sur demi-terrain. Kyle Anderson, bon bah c'est un joueur de demi-terrain, hein, puisque voilà, la vitesse à laquelle il se déplace fait qu'il est mieux sur demi-terrain. Non mais tu vois, à surveiller autour de la trade deadline. Ouais, potentiellement ça peut être lui. Du coup, si tu trades Kyle Anderson, c'est de l'expérience. Tu ramènes un joueur, un vétéran, si possible. Bien sûr. Et si l'idéal. Bien sûr, ça leur ferait pas de mal. Ça leur ferait pas de mal et un mec qui fit. Tout à fait. Il faudrait juste éviter à André Iguodala, mais je pense qu'ils ont une bonne expérience de ce qui s'est passé avec mais tu vois, à l'époque, André Iguodala n'a pas voulu jouer. Dylan Brooks, il a dit qu'il a fait Kaigi. Ouais, mais ça montre aussi la mentalité du groupe. C'est ça. Ils aimeraient bien. Faudra voir. Je sais pas comment est-ce que Memphis. Je pense que c'est encore un peu tôt. Mais je pense pas que même avec les modifications là d'identité et l'excellent travail qu'on doit ressouligner de la part de tous les mecs qui sont dans l'exécutif là depuis 3-4 ans et qui sont en train de nous changer la donne comme jamais ça a pu être le cas chez les Grizzlies, no disrespect à Marc Gasol, Macon et compagnie, c'est est-ce que tu vas avoir des vétérans justement qui disent moi j'ai envie de rentrer dans ce groupe pour leur filer ça, est-ce qu'il faut que tu fasses quand même un petit transfert pour avoir ce genre d'XP en plus? Dans l'optique des playoffs, ouais, je pense que c'est pas mal. Ouais. Je te sors un exemple tout simple, Harrison Barnes. Pourquoi pas? Après, il a quand même un gros salaire et tout. Il faut ça pour faut passer voir un comment cap, tu bricoles. Oui, mais il faut voir comment tu bricoles ton truc. C'est-à-dire ça ne matche pas avec Kyle Anderson. Non, c'est sûr. Donc il faut voir comment tu bricoles. Ouais. Mais oui, pourquoi pas ce genre de joueur voilà. Parce que le problème aussi, l'Ouest, ok, ouais, ils sont un peu diminués les gars, ok, c'est vrai. Hein. Et il y a des... Mais après, sur des séries entières de playoffs, les Grizzlies vont être là, ils vont mettre leur intensité, ils vont s'appliquer et tout. Mais attention... à pas te faire outplay dans les petites choses. Par justement le Jazz, les Warriors et les Suns déjà, qui sont 3 équipes avec beaucoup plus d'expérience que les Grizzlies. Et eux aussi, ils ont des athlètes, sont capables de défendre, de shooter, de tout ce que tu veux. Et des équipes qui seraient classées derrière toi, mais qui en fait vont grave te saouler en fait. Genre les Clippers qui ont récupéré un effectif un peu complet quoi. Ou les Nuggets. Ou les Nuggets, ou même les Lakers, parce que AD, en fait, il est revenu en régime, et que AD, c'est un problème, et tout. Enfin, tu vois, plein de choses comme ça. Et que les Lakers arrêtent de se faire défoncer par Ja Morant, d'ailleurs, puisque sur la saison... Pardon. Oui. Ah bah ça, en même temps, vu leur défense sur le backcourt, ça, c'est sûr que ils ont un petit souci à ce niveau-là. Ouais, donc attention à ça. Donc je pense qu'un peu d'expérience peut être bien. Du temps, c'est une équipe qui a besoin encore de grandir, mais c'est une équipe qui montre vraiment de très très grandes promesses. Attention à la cible dans le dos, je suis bien placé pour vous dire qu'il y a des équipes qui font des belles choses et qui après sont attendues et font de la merde. Ils ont le temps, donc on va pouvoir essayer. Ils vont avoir un bon coach en plus. J'aime bien le boulot de Tyler Jenkins. Complètement. Comme vous le savez. Par rapport à des équipes auxquelles tu pourrais penser et qui n'ont peut-être pas le coach qu'il faudrait évidemment les Hawks, on en reparlera. Juste comme d'hab, on aime bien poser les apéros au bon moment. C'est l'heure du calendrier. Tu es prêt? Warriors. Trash talkers ou pas, on verra. Ce soir, Warriors, 2h du matin, à regarder. À domicile. Tu reçois les Wolves, qui sont chauds en ce moment. Ah, ils sont chauds les Wolves en ce moment. Ils ont affronté des daubes, mais c'est bien. Ouais, ils ont affronté des daubes, mais ils ont bien défendu, ils ont fait le boulot. Et puis, ils ont ils ont plusieurs profils de joueurs qui peuvent emmerder. Je suis intéressé de voir les Grizzlies, genre... Comment tu gères Karl Anthony Towns? C'est un profil très chiant pour beaucoup de gens. 3 ans début de saison, c'est notamment pour les Grizzlies, parce que faut envoyer Jaren Jackson peut-être dessus au périmètre. Steven Adams, il va pas. Enfin bref, je suis intéressé par le défi tactique. Bien sûr, ils l'ont affronté en début de saison, ça s'est fini avec un shoot de délégation au buzzer. On s'en souvient, Towns qui avait fait une dinguerie. Ça, c'est à domicile. Vendredi soir, absolument immanquable. Retrouvé avec Luka Doncic dans le genre shoot au buzzer aussi. Mavs, Grizzlies à Memphis. Donc, Warriors à domicile, Wolves à domicile. Calendrier, ça. Attends, t'es pas prêt pour la suite. Warriors, Wolves, Dallas à domicile. Martin Luther King Day, lundi prochain, tu reçois les Bulls à domicile. Bien ça, bon match. Tu enchaînes 21h30 ce match, absolument immanquable. La semaine d'après, donc tu commences le lundi avec les Bulls. 3 déplacements, allez 4. Déplacement à Milwaukee. Pas facile. Déplacement à Denver, important pour le seeding, etc. Déplacement à Dallas. Et tu finis à San Antonio. Donc sur les 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8 prochains matchs, Warriors, Wolves, Mavs, Bulls, Bucks, Nuggets, Mavs, Spurs. On va voir si le hashtag TrashTalkers est dans la place. Le calendrier là, est bien balèze. Mais c'est pour ça qu'on le place maintenant.
parce qu'on veut voir aussi comment est-ce que ça peut... Qu'est-ce que ça peut donner face à ces challenges-là, quoi. Bien sûr, dans l'enchaînement des matchs, la concentration de match en match, et comment tu adaptes aussi. Il va y avoir forcément là-dedans, hein, c'est le jeu des petites blessures, des baisses de forme, pourquoi pas un peu de health and safety protocol. Enfin, en ce moment, la NBA, tu sais avec quel joueur tu joues ce soir, et tu sais pas avec quel joueur tu joueras le prochain match. Hein. Ils ont pris leur dose, là, en décembre un peu. C'est vrai. Mais ça va, ouais. C'est sûr qu'il va y avoir des pépins avec lesquels faire. Des aléas, il faudra faire avec. Ouais, complètement. Memphis, en tout cas, est en train de régaler. Regardez-les à fond pour Ja, mais aussi pour le reste de l'effectif. La bise, évidemment, à Kylian Tilly, qu'on attend, évidemment. Bon courage la prochaine fois sur KD, parce que les arbitres lui avaient foutu 2 fautes et qu'on en avait parlé, c'était des barres. KD call. Faut pas se faire avoir par les superstars. KD call. Exactement. Et puis, comme d'hab, dites-nous ce que vous pensez de Ja, de ces Grizzlies. Quel est le plafond que vous leur mettez? Qu'est-ce qu'on peut leur souhaiter sur la deuxième partie de saison? Et puis surtout, rendez-vous en effet au printemps, parce que c'est le genre d'équipe qui peut foutre le bordel dans la conférence Ouest. Ouais, je pense que continuez comme ça. Des bisous. À la prochaine. Ciao. Ciao.